C'est bon? Très bien. Nous commençons par une conférence plénière qui sera donnée. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Catherine Delarue Breton de l'Université de Rouen et le professeur Beladjine Anissa de l'Université de Paris, Cergy. Donc, elles vont nous présenter, nous donner une conférence intitulée Implicite et non dit dans les supports d'apprentissage, mieux les comprendre et mieux les prendre en compte pour réduire les inégalités scolaires. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de nous donner cette conférence et nous vous écoutons. À vous la parole. Des enjeux très forts. Donc, nous sommes très honorés d'avoir été conviés et nous vous remercions. Alors, je vais commencer pour ma part. Donc, je vais vous présenter ce plan en deux parties, puisque Anissa et moi-même, nous faisons une présentation à deux voix qui seront deux voix successives. Diaporama, s'il te plaît, enfin, diapositive, s'il te plaît, Lalou. Parce que j'ai pas la main pour les passer. Donc, je vais présenter le plan de la partie rapidement. Donc, tu peux tout mettre. Donc, un plan en deux parties. Donc, une introduction d'abord où on va vous parler de la notion de co-construction des inégalités scolaires, parce que cette question des implicites est regardée de notre côté en lien avec les inégalités et le fait que certains élèves ne parviennent pas justement à déchiffrer ces implicites, tandis que d'autres y parviennent très bien, ce qui brouille beaucoup les choses pour la classe. Donc, dans une première partie, qui sera conduite par moi-même, implicite, non dit et support composite. Je vous parlerai des supports contemporains, de leurs caractéristiques qui sont un peu différentes des supports d'autrefois, sans que la ligne de partage entre autrefois et aujourd'hui soit très nette, mais bon, on y reviendra éventuellement. Et puis surtout, le plus intéressant à mon avis, c'est ce que font les élèves avec ces supports et les malentendus et des modes d'appropriation différenciés en fonction des modes de socialisation familiale. Et puis, dans un deuxième temps, Anisra vous parlera de la lecture préparatoire des enseignants, de la manière dont les enseignants lisent les œuvres, notamment littéraires. Moi, je vous parlerai de supports en général, dont littéraires. Et Anissa se focalisera sur les supports littéraires et donc montrera dans quelle mesure lire les implicites, c'est une source de difficulté, y compris pour les enseignants, et elle vous proposera un outil. Et nous terminerons évidemment pour évoquer le rôle toujours déterminant, y compris à l'ère du numérique, de l'enseignant pendant la classe, mais aussi en amont, dans la préparation. Voilà. Alors, la question des inégalités scolaires. Le concept de co-construction des inégalités scolaires est un concept qui relève de la sociologie. Donc, quand on parle d'inégalités scolaires ici, dans cette acception-là, dans cette approche-là, il ne s'agit pas de troubles, de 10, de troubles psychologiques. C'est pas du tout ça l'approche. Non pas que ces troubles n'existent pas, mais c'est pas de ça que nous parlons ici. Il s'agit bien d'inégalités socialement situées, dans la mesure où certains élèves ont une socialisation familiale qui leur permet d'accéder à la littératie scolaire, c'est-à-dire ils ont un rapport à l'écrit, à la lecture et à l'oral qui est très proche du rapport à la lecture, à l'écrit et à l'oral de l'école, tandis que d'autres ont un rapport beaucoup plus distendu. Et ça crée déjà des dispositions à l'entrée à l'école
qui sont différentes entre élèves. Alors, que nous dit ce concept? Il nous apprend que deux types de facteurs conjugués permettent de rendre compte de ces inégalités. D'une part, les facteurs liés au mode de socialisation familiale, ce que je viens de dire, certains arrivent avec des dispositions très connivantes de l'école, avec une culture très proche de la culture scolaire et d'autres nettement moins, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse bien sûr, parce que c'est là qu'on a un levier, des facteurs liés au mode de socialisation scolaire, puisque des pratiques, des dispositifs et des supports sont susceptibles de contribuer à l'aggravation de ces différences de disposition, ou de les réduire, c'est notre espoir bien entendu, et donc c'est des supports qu'on va parler plus particulièrement aujourd'hui bien entendu. Donc évidemment l'idée des facteurs scolaires est toujours pour les enseignants, il faut le savoir, une idée fort dérangeante, parce que l'idée que les enseignants peuvent aggraver les inégalités au lieu de les réduire leur est généralement insupportable, ce qui est normal, parce qu'ils font beaucoup d'efforts en général pour faire en sorte que les élèves qui réussissent le moins réussissent mieux, et donc cette idée est dérangeante. On accepte l'idée qu'on est inégalitaire et on l'est tous, non pas parce qu'on n'est pas de bons enseignants, mais parce que les élèves reçoivent différemment ce qu'on leur dit. Et à partir du moment où on accepte cette idée, alors on peut peut-être se pencher un peu sur qu'est-ce qui se joue dans ces pratiques pédagogiques et notamment dans ces supports. Diapo. Alors, deux remarques pour commencer. La théorie de la co-construction des inégalités, c'est pas du tout la même chose que la théorie de l'effet maître que vous connaissez peut-être, qui est la théorie de Bressou, où on a pu observer que certains enseignants exposaient leurs élèves au savoir dans une même journée beaucoup plus que d'autres, ça peut aller jusqu'au double, tandis que d'autres sont dans des effets d'attente, on perd du temps, etc. Ça, c'est la théorie de l'effet maître très, très grossie et très simplifiée. C'est pas du tout ça. La co-construction des inégalités, il ne s'agit pas de porter des jugements sur les enseignants qui seraient plus efficaces ou moins efficaces que d'autres. Ce sont simplement des rencontres malheureuses entre des manières d'enseigner et des dispositions d'élèves qui créent du malentendu parce qu'il y a des implicites, précisément. Donc, ces enseignants ne sont pas mauvais. Ce qu'ils font va très bien pour d'autres élèves, mais ça ne va pas pour certains d'entre eux. Donc, c'est important de le dire parce que cette théorie ne peut être bien reçue que si elle ne met pas en cause les enseignants. Or, elle ne les met pas en cause, précisément. Elle met en cause des pratiques qui sont à adapter en fonction des contextes, on va dire. Deuxième remarque, une égale dignité des différents modes de socialisation familiale. On tient à affirmer que ce n'est pas parce que certaines socialisations familiales sont plus proches de l'école qu'elles sont meilleures. Il y a des élèves qui sont très bien socialisés à la littératie scolaire, mais qui ne savent pas faire la cuisine et qui ne parlent pas 12 langues. Il y a des élèves qui sont très mal socialisés à la littératie scolaire, mais qui sont de grands musiciens. Ou qui voilà. Donc, il ne s'agit pas de porter des jugements non plus sur les familles. Donc pas de jugement sur les enseignants, pas de jugement sur les familles. C'était mes remarques. Je poursuis. Alors, qu'est-ce qui caractérise les supports composites aujourd'hui? Les supports qu'on a appelés composites, il y a une bibliographie à la fin du diaporama. Les supports composites sont des supports, je parle de supports, je parle ici de manuels, mais aussi de littérature de jeunesse, de supports dans toutes les dimensions. Ça peut être des fiches de lecture, des cahiers d'activité, pourquoi pas des supports dans la classe, on peut aller si loin, mais là en l'occurrence je parle principalement de manuels et de littérature de jeunesse, puisqu'on parle d'école primaire. Ce sont des supports qui se caractérisent par le fait qu'ils sont discontinus, donc moins linéaires et plus fragmentés, vous en aurez des illustrations tout à l'heure, constitués de modules non hiérarchisés et non organisés, c'est-à-dire finalement le parcours de lecture n'est pas défini, dans quel ordre il faut lire les choses, c'est pas, le support lui-même ne le dit pas, donc le rôle de l'enseignant évidemment va être important. Et qu'est-ce qui est le plus important dans le support n'est pas forcément défini non plus par le support lui-même, et donc ça ressort du coup du rôle de l'enseignant également. Alors, pour passer un peu rapidement, mais donner quand même quelques éléments théoriques, ces supports présentent une triple hétérogénéité sémiotique, c'est-à-dire qu'ils utilisent des systèmes de signes différents, par exemple iconographiques ou textuels, et qu'à l'intérieur de systèmes sémiotiques, les images et les textes ont des statuts différents. On va le regarder tout à l'heure avec des exemples de supports, mais il peut y avoir des images, par exemple, qui sont des dessins, ou des photos ou des schémas. Évidemment, ce n'est pas du tout le même statut épistémique en termes de savoir. Hétérogénéité discursive, ça signifie que en termes de
de production que les énoncés ont une visée différente. Par exemple, on peut questionner les élèves, on peut leur résumer quelque chose, on peut leur dispenser un savoir. Ces énoncés ont des statuts différents, mais en termes de réception aussi, parce que, comme vous le verrez dans un des albums que j'ai mis en diaporama, ces supports peuvent s'adresser aussi à d'autres élèves que des élèves qui sont des lecteurs naïfs de 7 ou 8 ans, mais qui sont par exemple leurs parents. Ça existe aussi dans la littérature de jeunesse beaucoup. On le verra tout à l'heure. Et enfin, l'unité des savoirs convoqués, ces supports, alors là je parle moins de la littérature de jeunesse qui convoque moins, en peu ça existe, mais moins souvent des savoirs scolaires au sens propre, au sens disciplinaire du terme, on va dire, dans les disciplines autres que la littérature. Ces supports peuvent mélanger des savoirs de type éducation A, ce qu'il faut faire, et des savoirs savants, qui sont des savoirs disciplinaires du type mieux comprendre ce qui se joue dans telle leçon. On va le voir. Donc, petite remarque, ces caractéristiques, ces hétérogénéités, le fait que les modules ne sont pas hiérarchisés, que le sont toutes implicites, donc opaques pour certains élèves, puisque leur socialisation familiale ne leur a pas permis de comprendre d'entrée de jeu ce qui se joue, alors que d'autres, ce qui aussi n'aide pas les enseignants. Si tous les élèves ne comprenaient pas, ou plus exactement si aucun élève ne comprenait, l'enseignant pourrait très facilement aller vers ce problème-là. Mais dans la mesure où une grande partie des élèves comprennent ce qui se joue, du coup, on ne ressent pas la nécessité d'expliciter ce qui est implicite. Diapo. Alors, je vais essayer de passer un peu rapidement, là, pour vous montrer rapidement les trois supports pour vous montrer leurs caractéristiques. Vous voyez ici que sur la page de gauche, on a un support de 1965. Lorsqu'il se nourrit d'insectes, le moineau est utile, mais lorsqu'il picore des épis de blé, il est nuisible. C'est une leçon sur le caractère utile ou nuisible des animaux, à une époque où la France est encore pas mal agricole et où la question nuisible, évidemment, une vision anthropomorphique, et donc une question de point de vue. L'animal n'est pas nuisible ou utile en soi, c'est pas une de ses caractéristiques, c'est le point de vue humain qui le caractérise comme ça. Et donc, ça, c'est dit dans la page de gauche. Mais dans la page de droite, qui est un manuel de 2005, donc beaucoup plus récent, on voit que on a une présentation totalement différente, où l'enjeu de la leçon n'est absolument pas explicite. De quoi ça parle, on ne sait pas. Explorer le monde vivant, bon, c'est très généraliste. Et on voit un petit personnage qui se fâche contre un bourdon et qui dit que ça pique. Alors, je ne sais pas si en plus il n'y a pas une erreur, je ne suis pas sûre que les bourdons piquent, mais ce n'est pas l'objet, donc je ne rentre pas là-dedans. Et qui veut absolument taper avec sa raquette l'insecte et qui n'aime pas non plus les vers, alors qu'en dessous, on a un personnage qui présente une autre conception qui est les vers aèrent la terre, les bourdons permettent de transporter le pollen, etc. Mais à aucun moment, il n'est explicité l'enjeu de la leçon dans la page de droite. Diapo suivante donne un autre exemple d'histoire. Même chose, à gauche, un énoncé extrêmement explicite de la leçon, où on a un texte de savoir qui est rédigé. On sait on sait avec le support ce qu'on veut que l'élève apprenne, alors qu'à droite, le texte de savoir, même s'il y a des éléments de savoir, bien sûr, dans la page, il y en a même beaucoup, ce que l'on veut que l'élève retienne n'est pas spécifiquement indiqué. C'est donc à l'enseignant de le spécifier, parce qu'à droite, on met l'élève en position de questionnement. Dernier exemple, un album de littérature de jeunesse. Voilà, alors vous m'excuserez pour cet album qui est odieusement sexiste, avec les biens les plus précieux pour les mères qui sont les enfants, comme si les enfants étaient des biens, et en plus les plus précieux. Bon, donc je ne rentre pas là-dedans. C'était pour vous montrer simplement l'hétérogénéité sémiotique, où on voit bien toutes sortes de polices utilisées ici, en caractère gras, en dehors des images, à l'intérieur de l'image, qui parlent, c'est pas évident. On peut penser que ce sont les assaillants en haut, personne ne bouge, c'est un hold-up, mais papa, maman, ce ne sont plus les assaillants, c'est donc un des personnages, une des petites poulettes, là, des petits poussins, et une alternance discours-récit qui est effectivement, dont les modules sont pas clairement, je dirais, explicites, et notamment, on ne sait pas, alors c'est le prof de la littérature de jeunesse aussi, mais ça y reviendra après, on ne sait pas toujours qui parle à qui, et donc pour savoir qui parle à qui, il faut évidemment l'avoir appris. J'en arrive à ma deuxième partie sur comment les élèves s'approprient ces supports de manière différenciée. Et donc là, l'idée, c'est de montrer les malentendus que sont susceptibles de générer. Alors, non pas ces supports, j'y reviendrai en conclusion pour dire que
les supports ne sont pas mis en cause dans notre affaire, hein. Ce sont les supports de la société contemporaine et il faut que les élèves apprennent à s'en servir. Mais les usages qui en sont faits à l'école, par contre, doivent être regardés de près pour pouvoir dépasser ces malentendus. Alors, on a des modalités variables entre élèves. Pour je dirais, les résumer, dans un cas, on a des élèves, alors notamment dans les établissements en REP+, hein, les recherches qu'on a menées ont contrasté des classes de milieu de ce qu'on appelait à l'époque ZEP, zone d'éducation prioritaire, qu'on appelle aujourd'hui, il y a quelques années, et qu'on appelle aujourd'hui réseau d'éducation prioritaire, avec des élèves effectivement qui n'ont pas une socialisation familiale très connivente de l'école, et à l'inverse, des milieux scolaires privés extrêmement favorisés, pour essayer de comprendre comment ces élèves confrontés au support les comprenaient. Alors, dans un cas, donc, en zone d'éducation prioritaire, on a des élèves qui prennent en compte des informations locales et segmentées, donc successives, une lecture événementielle qui s'écarte peu de la successivité des faits, c'est-à-dire qu'on a une lecture qui est telle page, puis telle page, puis telle page, mais l'enjeu global du support n'est pas pris en compte. Alors que dans l'autre univers, dans les milieux les plus favorisés, où les élèves, évidemment, lisent énormément depuis toujours de littérature de jeunesse, notamment dans les familles, et donc ils ont une compréhension des supports qui est déjà bien avancée de par leur socialisation familiale. Il y a une perception des enjeux des supports, que ce soit des enjeux littéraires ou des enjeux d'apprentissage de manière autre dans la littérature, et ils mettent en lien des éléments discontinus, tandis que les autres, je vais vous le montrer après, hein, tandis que les autres ne mettent pas de lien justement entre ces éléments successifs. Alors, voici un exemple de support en sciences. J'en ai choisi deux, un en sciences et en littérature de jeunesse. Donc, ce support en sciences, vous le voyez, il a plusieurs modules. Il est hétérogène sur le plan sémiotique. Hein. Vous voyez, alors là, on a une photo à gauche d'une petite fille qui prend un petit déjeuner bien occidental en plus. Ensuite, on a un verre d'eau, parce que l'eau est importante. Ensuite, on a un schéma. Donc, c'est pas du tout le même statut qu'une photo. Et puis, en haut à droite, vous voyez une espèce de petite vache avec plein de plats autour d'elle, qui est un dessin. Donc, le statut différent de ces éléments n'est pas du tout spécifié dans le document. Et puis, vous avez des textes, donc, qui sont très différents, avec des textes qui questionnent que manges-tu le plus souvent, ce qu'il faut retenir, et puis des éléments d'information autour de la pyramide, mais ce n'est pas hiérarchisé. Alors, nous avons interrogé des élèves de milieu avec le questionnaire qui est dans la diapo ci-dessous, ci après. Voilà. Donc, voilà, vous avez là toutes les questions qui ont été posées aux élèves sur ce support-là. Est-ce que tu as tout lu? Est-ce que tu as laissé de côté? Alors, les supports, ce sont des élèves de 9 ans CE1, hein, des élèves de, non, je vous dis des bêtises, 6, 7 ans, 7, 8 ans hein, en France. J'ai surligné en bleu les questions parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Je ne vais pas vous donner tout le détail, mais je vais vous donner des exemples emblématiques. Donc, j'ai surligné en bleu les questions qui ont donné des éléments de réponse vraiment très différenciés entre les deux univers. Peut-on et doit-on manger des matières grasses, beurre, etc. Pourquoi les matières grasses sont classées en haut et les céréales en bas? Vous avez vu que dans la pyramide, il est indiqué sous le schéma qu'il y a un petit passage qui explique que on a classé en bas parce que la base est plus large, les éléments dont le corps a le plus besoin, et en haut, les éléments dont le corps a le moins besoin. Donc en bas, les céréales, et en haut, le sucre et les graisses. Bon, tout ça étant relatif, évidemment, à l'activité humaine, hein, mais en gros, hein, très grossièrement, c'est du CE1, enfin, donc des classes, deuxième classe de l'école élémentaire française. Vous avez des élèves qui répondent de manière extrêmement différenciée sur la question des matières grasses. Vous avez ceux qui vous répondent « bah oui, on peut, mais pas trop ». Et vous avez ceux qui répondent « ah non, il ne faut pas manger, ça fait mal au ventre » et qui ressortent les sanitaires des médias. Il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, qui ne sont pas du tout dans le support. Hein. Et pareil, dans la leçon, on nous donne des conseils sur ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger, des connaissances sur le rôle des aliments, c'est la pyramide, ou les deux. Eh bien, les élèves répondent dans un cas plutôt des conseils sur ce qu'il faut manger ou pas, mais de manière majoritaire, alors que dans l'autre, ils donnent des réponses qui sont soit centrées sur le rôle des aliments, soit sur les deux. En fait, c'est les deux. Parce qu'effectivement, le support est traître, il s'appelle « Que faut-il manger ?» Donc on a l'impression que
effectivement, il est centré sur ce qu'il faut manger et donc sur les conseils. Mais les élèves de milieux favorisés ne s'y trompent pas et ont bien compris, si on peut avoir la diapo d'après, ont bien compris que ce qui est important, c'est ce schéma-là, que c'est celui-ci qui nous apprend le rôle des types d'aliments dans le fonctionnement du corps humain. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la page, ils vont là-dessus. Alors que d'autres disent, par exemple, l'eau, parce que l'eau, c'est très important pour la santé. Donc, si je résume, en dehors de la ZEP, dans les milieux favorisés, les élèves comprennent comment ont été classés les aliments. Ils savent qu'un ordre de classement existe, même s'ils n'ont pas compris lequel. Ce qui est intéressant, parce que parfois, ils n'ont pas bien lu le petit passage qui est écrit juste au-dessus de la pyramide, là, et qui explique son fonctionnement. Mais ils savent que c'est un ordre littéracier, c'est-à-dire qu'il y a une raison à ce classement et qu'on ne peut pas inverser. Donc, dans l'autre cas, ils ne comprennent pas le sens de la pyramide et ils pensent que les aliments peuvent être placés indifféremment. On a même eu quelques élèves qui nous ont dit qu'on avait mis les céréales en bas parce que c'était ça qui avait le plus, comme si c'était un placard et pas un schéma littéracier. Donc c'est intéressant de voir que vraiment le malentendu est complet et que le principe même de cette pyramide n'est pas compris, qui est un schéma donc, et pas un placard. Le principe même de cette pyramide est justement un principe de classement et pas un principe de rangement au sens ranger sa chambre. Alors, je passe au deuxième support, la littérature de jeunesse. Donc, c'est le loup sentimental, c'est les deux loups de Pénard, c'est l'histoire d'un loup. Vous avez la première page à gauche. Il est grand, déclare-t-il un jour à ses parents. Alors là aussi, on a une famille très traditionnelle avec des femmes qui pleurent et des hommes qui prennent en charge. Donc c'est encore assez sexiste. En France, ça nous fait un petit peu rire, mais bon, c'est encore comme ça. Je suis grand, déclare-t-il un jour à ses parents. Il est temps que je mène ma vie. Et donc, il va partir dans la forêt pour vivre sa vie. Et donc, il se sépare de sa famille. Et à ce moment-là, chacun des membres de sa famille, ses trois frères, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, vont lui donner quelque chose ou lui dire quelque chose qui va le toucher. Par exemple, sa grand-mère, à droite, vous voyez, va lui dire « Tu es le soleil de ma vie ». Et son grand-père va lui donner sa montre, parce qu'elle lui a toujours fait envie, et donc il va dire « Oh non, grand-père, c'est un trop beau cadeau ». Et le grand-père va dire « On ne désobéit jamais à son grand-père ». Et donc, diapo suivant, notre loup part dans la forêt. Et là, il va rencontrer tous les animaux, parce que je n'ai pas précisé que son père lui a donné aussi une liste sur laquelle il y a le nom de tous les personnages, on va dire tous les animaux qu'il peut manger, qui sont évidemment des personnages de contes. Il va y avoir le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, la chèvre et les 7 biquets, Pierre de Pierre et le loup, etc., etc. Et donc ils vont tous être sur sa liste. Et à chaque fois qu'il va les rencontrer, comme c'est le cas ici, où il rencontre les petits cochons, il va devoir les manger. Il va dire « Alors, est-ce que vous êtes sur ma liste ?» Oui, les petits cochons, je peux vous manger, d'ailleurs j'ai faim. Mais en fait, ils vont faire quelque chose qui renvoie à la scène initiale, et du coup, il va tout remuer, ce loup sentimental, et il ne va pas les manger. Ici, par exemple, vous voyez qu'il rencontre les trois petits cochons, et donc, êtes-vous sur ma liste? Alors il va regarder, oui, vous êtes sur ma liste, et à ce moment-là, image suivante, s'il te plaît, Lalou, image d'après, je reviendrai à celle-là ensuite. Voilà. Il va donc dire qu'il va les manger, et les petits cochons à ce moment-là vont dire « Ah, eh bien, si tu nous manges, on va chanter une chanson pour se dire adieu ». Et donc c'est l'image de droite, ils chantent la chanson, et en fait ils vont chanter la même chanson que lui ont chanté ses trois frères quand il est parti. C'est l'image de gauche. Donc, évidemment, ça lui fait de la peine, ça lui rappelle ses frères, et donc il ne les mange pas et il dit « Partez vite ». Alors, on revient maintenant à celle d'avant, s'il te plaît. Merci Lalou. On a posé des questions exactement sur le même guide d'entretien qu'on avait fait pour la pyramide et pour d'autres supports. Hein, et on a demandé pourquoi pense-t-il à ses frères à ce moment-là de l'histoire, donc les trois petits cochons. Et puis après, une autre page, pourquoi dit-il à Pierre qu'on ne désobéit jamais à son grand-père? Alors, image suivante, cette fois-ci, je te fais jongler, pardon. Non, celle d'avant. Toujours les petits cochons. Ici, tous les élèves, presque tous les élèves, y compris en ZEP, ont très bien compris le lien qui unit les deux scènes. Ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'était la grosse surprise. Ils ont très bien compris le lien qui unit les deux scènes, et ils ont dit, il ne les mange pas parce que ça lui rappelle ses frères. Donc, on aurait pu penser qu'ils avaient compris le ressort narratif de l'œuvre, qui est complètement implicite. C'est-à-dire qu'en réalité, à chaque fois, il ne va pas les manger, parce que ça rappelle quelque chose de la scène initiale. Eh bien, en fait, non. Diapo suivante. En fait, non,
Parce que lorsqu'on lui demande pourquoi est-ce qu'il dit à Pierre on ne désobéit jamais à son grand-père, eh bien là, ils n'ont pas compris que c'est parce qu'au début, son grand-père lui dit, quand il veut lui donner sa montre et que le loup dit oh non, non, c'est trop, il lui dit on ne désobéit jamais à son grand-père. Mais si vous regardez les deux scènes ici, contrairement à celle des cochons et celle des trois loups, elles sont extrêmement différentes sur le plan sémiotique. Vous avez une scène douce, de tendresse, de séparation, où chacun se dit des choses gentilles à gauche, c'est la scène initiale, où le grand-père dit on ne désobéit jamais à son grand-père. Et à droite, vous avez le loup qui est fou furieux sans doute à cause de son émotion, et qui crie sur Pierre en hurlant on ne désobéit jamais à son grand-père. Et là, les élèves n'ont pas compris le lien. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on pense qu'ils l'ont compris avec l'histoire des cochons, et qu'à partir du moment où ils l'ont compris une fois, ils ont compris que c'était le même mécanisme qui revenait à chaque fois. Eh bien, pas du tout. Ce qui veut dire que les élèves n'ont rien compris à l'œuvre. Ils n'ont pas compris le ressort narratif de l'œuvre. Ils ont compris quelque chose d'événementiel, de local, une fois, mais pas de global. Image suivante, enfin, diapo suivante, s'il te plaît, Lalou. Donc, pour résumer, les supports d'apprentissage donc des manuels et de la littérature de jeunesse, qui sont aujourd'hui hétérogènes, gênée par ça, voilà, qui sont devenus hétérogènes, fragmentés et discontinus, qui présentent une triple hétérogénéité, mais du coup, il y a des risques de malentendus, ce qui ne veut pas dire que ces supports sont pas bien, vous avez bien compris, mais c'est à la charge de l'enseignant de rendre explicite finalement ce qui devrait l'être, ou d'apprendre aux élèves à rendre explicite ce qui devrait l'être, puisqu'il y a des élèves qui l'ont appris. Il ne s'agit pas simplement d'expliciter tout et tout déplier, il s'agit bien d'apprendre aux élèves à prendre en charge les implicites de différents niveaux. Et donc, le texte de savoir est à élaborer par la classe, qui est à la charge de l'enseignant aussi. Donc, je finis là-dessus en disant, attention, vraiment, pas de remise en cause de ces supports. Ce sont ceux de la société contemporaine, et les supports numériques ressemblent encore plus à ça, avec tous ces liens sur lesquels on peut cliquer partout. C'est vraiment pas. Et donc, il y a une nécessité de penser le rôle de l'enseignant pour permettre leur appropriation par les élèves, ce qui suppose que les enseignants eux-mêmes, se les approprient comme les élèves, et donc qu'ils aient, et là il manque ma petite, clique encore un petit coup s'il te plaît Lalou, voilà, partie 2, mettre l'accent sur la lecture préparatoire des enseignants, évidemment ça suppose que les enseignants eux-mêmes se soient préparés à ça, et je laisse ma chère Anissa poursuivre. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Okay. Je m'appelle Anissa Beladjine et donc je travaille à l'université de Cergy-Pontoise et plus exactement au laboratoire EMA, École, Mutation, Apprentissage. Et je vais donc vous présenter ma partie qui s'intitule Mettre l'accent sur la lecture préparatoire des enseignants pour mieux lire l'implicite dans les textes littéraires. Alors, je veux bien la diapo suivante. Donc je vais d'abord vous parler quelques secondes de notre recherche. Notre recherche s'appelle LIRE, c'est-à-dire lire l'implicite dans les récits à l'école, et on travaille depuis 2020 sur cette question, et dans un premier temps, je vais m'appuyer sur les résultats de 2 enquêtes internationales qui sont l'enquête Pearls et l'enquête PISA, qui sont donc des enquêtes qui mesurent les résultats des élèves à l'école. Alors, le constat, ce sont donc d'abord les résultats des élèves français. Donc là, vous avez les résultats des pays de l'OCDE sur l'échelle internationale de compréhension de l'écrit dans l'évaluation PISA 2022. Donc vous voyez un petit clic. Vous voyez ici la moyenne de l'OCDE, un autre clic, la position de la France, la position donc de la France qui est très en dessous, un autre clic, merci. Donc on voit ici la difficulté des élèves français dans le domaine de la compréhension des textes. Encore un clic. Et à côté de ça, vous voyez que la France est un des pays de l'OCDE où la différence de résultats entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés est la plus marquée. On voit ça notamment avec ces 2 petits résultats, les élèves qui sont en 3e en retard, c'est-à-dire qui ont redoublé, et les élèves de seconde professionnelle sont très en retard par rapport aux élèves de seconde qui sont à l'heure, c'est-à-dire qui n'ont jamais redoublé. Diapo suivante. Et donc, dans notre recherche LIRE, nous voulons cerner la notion d'implicite et saisir son rôle dans la lecture des textes littéraires pour développer des ressources pour la classe et pour la formation des enseignants. Un clic.
Un clic encore, merci. Donc notre question c'est comment aider les élèves à identifier et à interpréter les implicites dans le texte littéraire pour mieux lire. Et à partir de là, ce que nous voulons faire dans la recherche lire, c'est donc premièrement définir et décrire les implicites à l'œuvre dans les textes lus en classe pour délimiter l'implicite comme objet à étudier. Deuxièmement, développer les stratégies des élèves confrontés à l'implicite des textes et les stratégies d'accompagnement des enseignants en situation de classe, c'est-à-dire proposer des dispositifs pour l'enseignement et l'apprentissage de l'implicite comme objet à apprendre. Et donc, troisièmement, élaborer des ressources pour les formateurs d'enseignants sous la forme d'un outil pour accompagner la lecture professionnelle et d'une banque de ressources, c'est-à-dire considérer l'implicite comme objet à enseigner. Diapo suivante. Donc, nous nous posons la question suivante. En quoi, en ce moment, c'est notre question de recherche en ce moment, en quoi la démarche d'accompagnement à la lecture préparatoire des enseignants peut améliorer la compréhension des élèves les plus en difficulté. Donc, notre postulat, la lecture préparatoire des enseignants est indispensable pour faciliter la compréhension des élèves. À partir de là, nous avons trois hypothèses. La première, c'est que la relation entre ce que les enseignants veulent faire comprendre à leurs élèves et ce que les élèves comprennent est importante. Et donc, il faut accompagner les enseignants par une meilleure anticipation de l'activité en classe. Deuxième hypothèse, l'une des difficultés des élèves français se situe notamment au moment de la saisie des implicites et pour l'activité interprétative. Et donc, la lecture préparatoire des enseignants doit être centrée sur le repérage des non-dits pour attirer l'attention des élèves sur leur élucidation. Troisième hypothèse, pour les élèves qui ont le plus besoin d'école, ce qui ne s'enseigne pas ne s'apprend pas. Et donc, il faut apprendre à ces élèves à lire les textes en comblant les implicites. C'est un ensemble de procédures qui peut s'enseigner et qui peut s'apprendre à condition que les enseignants soient formés. Alors, lire l'implicite, c'est donc une source de... Nous postulons donc que lire l'implicite est une source de difficulté. Je vais m'appuyer donc sur l'enquête Pearls 2023 pour les élèves se trouvant en 4e année de scolarité obligatoire. Ce que nous dit l'enquête Pearls, donc, elle se mesure à travers l'acquisition de la compréhension mesurée par 4 compétences. Donc, premièrement, retrouver et prélever les informations explicites. Deuxièmement, faire des inférences simples. Troisièmement, interpréter et intégrer des idées et des informations. Quatrièmement, examiner et évaluer le contenu, la langue et les éléments textuels. Alors, quand on regarde bien, on voit que dans ces 4 compétences, il y a 2 processus simples qui sont retrouver et prélever des informations explicites et faire des inférences simples, et 2 processus complexes, diapo suivante, qui sont interpréter et intégrer des idées et des informations, et examiner et évaluer le contenu, la langue et les éléments textuels. Or, on voit bien que ici, les résultats concernant donc chacun de ces groupes de compétences, pour les élèves français, ils réussissent assez bien en ce qui concerne les 2 capacités les plus simples, c'est-à-dire prélever et faire des inférences simples, mais en revanche pour interpréter et apprécier, qui sont des compétences plus complexes, ils sont moins bons. Le score européen, je vous l'ai mis, c'est 529, donc la France est bien en dessous. Ces remarques rejoignent celles des évaluations PISA et celles de la recherche Lire, Écrire au CP qui est pilotée par Roland Guagou et auprès de 131 classes qui sont réparties sur toute la France, une recherche qui a été effectuée entre 2013 et 2015. Ce rapport signale le peu de temps qui est consacré à la compréhension, qui occupe en moyenne
15% du temps global dédié au français dans les classes observées. Et donc, ce qu'on voit dans les écoles françaises, c'est que les tâches qui sont centrées sur l'activité interprétative, comme par exemple rendre explicite une information implicite, comme débattre ou négocier une interprétation, ne dépassent pas 4% du temps global. Et donc, non, on peut aller à la diapo suivante, voilà celle-ci. Et donc, par exemple, 97% des enseignants demandent au moins 1 ou 2 fois par semaine aux élèves de retrouver ou de prélever des informations dans un texte, mais ils ne sont que 14% à proposer à leurs élèves de décrire le style ou la structure d'un texte, alors que 50% des enseignants des autres pays européens travaillent régulièrement cette compétence. Donc, à partir de là, ce que nous faisons dans la recherche lire, c'est que nous avons proposé un outil pour les enseignants. Cet outil, il s'ancre dans une théorie qui s'appelle la lecture fictionnelle. Alors, je voudrais d'abord vous lire une citation donc, de Bernard Schneevely, qui a dit il y a longtemps déjà, puisque c'était en 97, la tâche de l'école est d'introduire les élèves dans le mode de pensée et de parler particulier des pratiques littéraires qui se fondent sur des savoirs tout à fait spécifiques. Dans une telle perspective, le travail sur la littérature constitue entre autres l'apprentissage d'une forme particulière de lecture qu'il s'agit de repérer parmi d'autres formes de lecture que l'élève doit s'approprier. C'est-à-dire, selon Schneevely, le travail sur la littérature, sur les textes littéraires, est un travail tout à fait particulier. Le texte de fiction, il est hégémonique à l'école française et pour nous, il possède 3 caractéristiques qui sont vraiment particulières et qui appartiennent au texte littéraire. Le texte littéraire, le texte de fiction plus exactement, il invente son monde par son récit. Il peut ne pas être référentiel, c'est-à-dire ne pas se référer au monde réel, et c'est le cas pour beaucoup d'albums, c'est le cas pour les contes ou beaucoup de nouvelles. Et puis, évidemment, c'est un texte où l'incomplétude est caractéristique. À partir de là, nous avons... Lalou, je me permets d'intervenir. Je pense que si tu coupes le micro, ça ira mieux. Oui, parce qu'on entend des larcènes, j'entends à peine ma voix par moment. Et donc, nous avons élaboré un outil qui s'ancre dans une théorie qui s'appelle la théorie de la lecture de la deictic shift theory. Et donc, on parle beaucoup en France de lecture littéraire et nous, dans Lire, maintenant, on parle de lecture fictionnelle pour ces textes particuliers. Alors, la DST, non, toujours la diapo précédente, la DST, c'est donc la deictic shift theory, théorie du déplacement déictique, qui dit que l'une des particularités du texte de fiction, c'est le déplacement du jeu origine. Comme le remarque Hamburger en 1986, la fiction est le seul espace cognitif où le jeu origine, c'est-à-dire la subjectivité d'une tierce personne, peut être représenté comme tel. Ça a des conséquences dans le cadre de la DST, c'est-à-dire que le lecteur n'envisage pas la fiction comme un discours, c'est-à-dire il ne se rend pas compte qu'il lit un livre, mais il envisage la fiction directement comme un monde, et ce que dit Patron en 2016. C'est-à-dire que le lecteur adopte lui-même une position imaginaire pour accéder à ce monde de la fiction, sans s'intéresser à la langue. Diapo suivante. Alors évidemment, si le lecteur perçoit la fiction directement comme un monde, c'est évidemment tout de même directement, enfin grâce au discours qui crée le monde fictionnel. C'est-à-dire tout ce qui est dit explicitement, mais également tout ce qui est dit implicitement. C'est également l'organisation du récit. Enfin, ça demande à ce que le lecteur comprenne le point de vue, c'est-à-dire les points de vue qui sont adoptés dans l'œuvre, et enfin, qu'il soit capable de recomposer l'intrigue.
Ça, c'est très important dans le texte de fiction. À partir de là, donc, nous avons élaboré un outil qui prend la forme d'une grille et qui s'ancre dans cette théorie de la lecture fictionnelle. Et voici notre outil. Donc, lorsque les enseignants préparent un texte à étudier avec leurs élèves, on leur demande de préparer ce texte à l'aide de cette grille de lecture qui sert d'outil. Cette grille, elle se sépare en 3 parties qui correspondent aux 3 temps de la lecture. C'est tout d'abord de quoi ça parle, c'est-à-dire quel est le genre, quel est l'univers mis en place, que décrivent et racontent les images, quelles sont les informations prérequises par le texte. Deuxièmement, quels sont les éléments implicites à faire émerger au niveau du discours narratif précisément, c'est-à-dire présupposé, sous-entendu, métaphore, ironie, ellipse, effet de point de vue, blanc du texte. Et au niveau de la fiction, tout ce qui concerne les personnages et qui n'est pas dit, c'est-à-dire leurs pensées, leurs raisons d'agir, leurs croyances, leur savoir, etc., etc. On observe aussi le rapport texte-image, et notamment est-ce qu'il y a des fausses pistes, des énoncés mensongers, des points de vue tronqués, et est-ce que, à partir de là, il peut y avoir des interprétations multiples. Et enfin, troisième temps, on revient sur la diapo suivante. À partir de là, l'enseignant doit répondre à la question « Qu'est-ce que je veux que les élèves comprennent ?» Deuxièmement, qu'apprennent-ils sur les processus de compréhension? Et enfin, qu'apprennent-ils sur le fonctionnement des textes? Donc cette grille, comme je vous l'ai dit, elle correspond aux 3 temps de la lecture en classe. C'est quelque chose qui a été développé par Marie-France Bishop. Tout d'abord, on ouvre un horizon d'attente et on mobilise les connaissances qui seront nécessaires. Ça, c'est le temps bleu. Ensuite, l'attention se concentre sur le texte lui-même pour élucider les implicites en les organisant en réseau et pour déjouer les fausses pistes. C'est le temps beige. Et enfin, le temps vert, c'est je récapitule les connaissances qui sont, après la lecture, je récapitule les connaissances qui sont acquises sur les textes et dans le savoir comprendre. Alors, je vous propose, diapo suivante, la lecture d'un petit conte que je vais vous laisser lire donc en 2 minutes. C'est bon? Bien. Alors, ce conte, c'est un conte qui a été... Encore quelques secondes. Ok. Ça y est? Bien. Alors, ce conte a été distribué dans pas mal de classes en France et j'ai des rappels de récits mais que je ne vous ai pas mis parce que, par manque de temps, je pensais que on n'aurait pas le temps de les analyser, mais en tout cas, beaucoup d'élèves croient à l'existence d'un deuxième lion. C'est-à-dire pensent vraiment qu'il y a 2 lions, comme le prétend le vieux lièvre. Quand on analyse, alors évidemment, le
texte trompe son lecteur, hein. On peut le comprendre, sauf qu'il faut s'attarder justement sur les éléments implicites pour comprendre qu'il n'y a pas de deuxième lion. Donc, diapo suivante. Ces implicites, ils ressortissent tout d'abord aux implicites du discours, c'est-à-dire le lion et le vieux lièvre, par exemple, on a donc ici le lion et le vieux lièvre, c'est typique binarité, donc qui est typique des contes, où on a l'emploi d'un déterminant défini qui instaure un présupposé d'existence. On a aussi une référence aux animaux et un titre binaire qui installe le lecteur dans le monde du merveilleux. On a évidemment aussi le « il était une fois », jusqu'au jour où on passe ici à l'itératif, hein, au singulatif, pardon, selon Genette, c'est-à-dire qu'au début on était « il était une fois un lion qui vivait dans la brousse », il terrorisait tous les animaux car il les dévorait, jusqu'au jour, donc là on passe à la situation singulière, le lion toujours affamé parce qu'il ne mange pas suffisamment, le lion, pour lui éviter d'aller à la chasse, par exemple, qui signifie que, oui, autant passer toute... merci, voilà. Donc pour lui éviter d'aller à la chasse, on sous-entend que le lion est un animal qui est cruel mais paresseux, etc. etc. Alors, ça ce sont donc tous les implicites qui sont compris dans le discours, c'est-à-dire dans le discours de la narration. Et puis on a aussi il y en a d'autres, hein, il faut cliquer encore. Oui, encore. Il y a d'autres diapos, hein, après. Voilà. Ça s'est décalé, hein, c'est bizarre, mais bon. On a ici un implicite qui est un implicite, je ne sais pas pourquoi il ne se souligne pas, qui évidemment, vous l'avez repéré, hein, à la fin du récit. Non, c'était avant, voilà. En se penchant au-dessus de l'eau, le lion vit un autre lion. C'est évidemment ici, là, qu'est le ressort implicite de cette nouvelle, de ce conte. Le lion vit un autre lion fort courroucé, il lui sauta dessus. Ne sachant pas nager, il se noya. On a ici un changement de point de vue qui n'est pas indiqué, c'est-à-dire qu'on a le point de vue du lion, qui croit vraiment qu'il voit un autre lion. Alors qu'évidemment, il n'y a pas de lion, ce n'est que son reflet, il saute sur ce qu'il croit être le deuxième lion, et c'est ainsi qu'il se noie, et le lièvre malin débarrasse le pays d'un terrible tyran. Donc ici, on a un changement de point de vue, plus une ellipse qui n'est pas signalée, qui est proprement implicite, et sur laquelle il faut que l'enseignant travaille pour pouvoir faire en sorte que ses élèves accèdent à la compréhension de cette nouvelle. Diapo suivante. Donc, notre outil, il a été testé cette année dans 8 départements, avec des élèves qui ont été testés en début et en fin d'année. L'outil favorise différentes opérations de l'agir enseignant, c'est-à-dire la planification et la régulation, selon ce que dit Guagou en 2017. La planification, c'est-à-dire que notre grille permet de définir clairement un objectif de compréhension, ce qu'il y a à comprendre, ce qu'on veut que les élèves comprennent et qui servira de fil rouge. C'est un outil qui aide à anticiper les tâches didactiques, c'est-à-dire prévoir l'activité cognitive que les élèves mettront en œuvre, ainsi que les moyens de la solliciter. Et enfin, la grille facilite la programmation de la démarche pédagogique. Pour l'activité de régulation, la grille permet d'orchestrer les interactions de l'enseignant avec chaque élève et avec le groupe, c'est-à-dire les élèves entre eux. Grâce à l'accompagnement et à la programmation de l'activité, l'enseignant installe un climat de classe qui est propice à la discussion autour des hypothèses. Les erreurs occupent une place spécifique car elles rendent compte d'une réflexion en cours d'élaboration. Et diapo suivante.
En conclusion, donc je reprends les postulats que nous avions tout à l'heure. Vous pouvez tout cliquer jusqu'à la fin là. Donc ça, ce sont les postulats en bleu qu'on avait tout à l'heure. Et nos résultats, c'est que pour le premier postulat, il faut accompagner les enseignants par une anticipation de l'activité menée en classe. On voit que mieux les enseignants ont anticipé les éléments essentiels, explicites et implicites, mieux les élèves comprennent. La lecture préparatoire, donc deuxième postulat, doit être centrée sur le repérage des non-dits. Donc là, les compréhensions reposent sur la saisie des implicites et la manière dont les enseignants les rendent accessibles. Enfin, il faut combler les implicites, c'est un ensemble de procédures qui peut s'enseigner et qui peut s'apprendre. Cet enseignement, donc, en conclusion, bénéficie particulièrement aux élèves qui ont besoin de l'école pour apprendre et pour comprendre. Et donc là, sur la conclusion globale de ce que Catherine et moi avons, enfin le fil rouge de la communication que Catherine et moi vous avons proposée aujourd'hui, on voit que donc l'hétérogénéité, enfin dans la place de l'enseignant dans les apprentissages est effectivement très importante compte tenu de l'hétérogénéité des supports qui doit s'apprendre à l'école. Catherine, si tu veux rajouter un mot en guise de conclusion. Non, merci. Oui, je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est-à-dire que il ne faut pas changer les supports, il faut que les pratiques enseignantes les prennent en compte. Ils ont évolué et on veut aussi des élèves qui sachent se questionner et pas seulement des élèves qui prélèvent des informations aujourd'hui. Donc le rôle de l'enseignant est central. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus, sur ce propos-là. Merci de votre attention. Merci à vous pour cette conférence très très intéressante et qui va certainement susciter énormément de questions. On va essayer de prendre quelques questions ici parmi les présents avant que je pose moi-même quelques questions. Alors, les questions. Fatah. C'est toi qui travailles sur l'implicite dans les textes littéraires, donc tu viens ici à Fatah, s'il te plaît. Ouais. Une première question qui sera posée par Dr Abdelwahab. Merci, chers collègues. Je remercie notre collègue de France. C'est très, très intéressant ce que vous nous avez présenté. Je me suis juste posé la question, puisque ici il s'agit d'animaux, donc je dirais que, est-ce que ça, bon, j'ai lu tout à l'heure ce que vous avez mentionné, pour ces élèves-là qui ont besoin d'école, ils apprennent ce qui est enseigné. Alors, je me pose la question, tout ce qu'ils savent déjà, c'est-à-dire que à travers les dessins animés, les images stéréotypées, enfin, tous les clichés qu'ils savaient, par exemple, par rapport au Kant choisi, je me posais la question, attendez, une seconde. Ah, voilà, c'est en ZEP. L'image du cochon, est-ce que par exemple, puisque ça se passe en ZEP, je me suis posé la question, certainement il y a des élèves issus du Maghreb, donc est-ce que l'image du cochon ne réveille pas en eux cette image du cochon liée à l'interdit par rapport à la religion musulmane, etc. Est-ce que par rapport à ça, parce que là il y a une dichotomie entre milieux favorisés et défavorisés, mais est-ce que par rapport à l'alimentation aussi, je vais parler des deux en même temps. Alors, concernant les animaux, le cochon en ZEP, est-ce que l'image du cochon ne réveille pas d'autres, je dirais, d'autres clichés de par leur éducation, religion, etc. Et en même temps, est-ce que, puisqu'on est en ZEP, on n'est pas censé connaître le classement des aliments? Je pense qu'avec la technologie d'aujourd'hui, même si on vit en ZEP, on peut être au courant de ça. Je vous remercie. Deux questions, si je comprends bien. Une Oui. sur le cochon spécifiquement et une sur le classement des aliments. J'ai bien compris, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, sur le choix de cochon, je ne peux pas répondre à la question parce que justement sur cette image-là, ce qui était intéressant, c'était de voir que rien n'a bloqué finalement l'appropriation du ressort narratif de l'œuvre. Alors en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas le ressort, puisque ça n'a pas été compris comme un principe systématique, mais comme un cas de figure singulier pour le coup.
Donc, du coup, c'est pas un ressort. Mais là, on voit bien que le fait que ça soit des cochons n'a rien gêné dans le fait de comprendre que le loup ne les mange pas. Ils disent bien, les élèves, parce que ça lui rappelle ses frères. Donc, je ne pense pas que cet élément-là ait été déterminant. En tout cas, dans ce que nous, on a regardé, on ne peut pas affirmer quoi que ce soit par rapport à ça, même si, bien entendu, effectivement, le fait de le manger pouvait susciter un peu de dégoût ou quelque chose comme ça. On est d'accord. Mais là, ce n'est pas ce qui a été évoqué, effectivement. Ils étaient bien dans le... Ils avaient bien repéré la similitude des deux images, et c'est bien là-dessus qu'ils ont répondu, parce que les élèves essayent aussi de répondre aux questions qu'on leur pose, et là, ils ne se sont pas trompés là-dessus. Mais effectivement, ils auraient pu, je n'avais pas pensé spécifiquement, mais ils auraient pu. Mais là, ça n'a pas gêné. Du coup, si ça avait été l'histoire du grand-père, ça aurait été plus gênant, parce que peut-être qu'on aurait moins compris pourquoi ils n'avaient pas... Bon, mais là, ça tombe bien sur ces trois petits cochons, ils ont bien vu que c'était comme ces trois frères, et que voilà, c'était ça qui rappelait. Maintenant, sur la question des aliments. C'est très intéressant comme question, parce que c'est tout le problème, en fait. C'est qu'on a des élèves, quand ils sont confrontés à des supports comme celui-ci, où la hiérarchisation, elle n'est pas dans le support, mais donc doit être dans la pratique pédagogique, quand on leur demande ce qu'il y a de plus important dans les questions qu'on a posées, et qu'est-ce qui est le plus important finalement dans tout ça, qu'est-ce qu'on veut que tu apprennes, les élèves s'appuient sur ils ont les moyens du bord. Donc il y a ceux qui ont une socialisation déjà très centrée sur la littératie scolaire, donc sur le classement, qui repèrent tout de suite que c'est la pyramide, l'élément scolaire, j'ai envie de dire, alors que pour les autres, le verre d'eau dont on dit que l'eau est très importante pour la vie, il y a écrit important, donc c'est le verre d'eau. Donc on voit bien que la hiérarchisation ne se fait pas pour les élèves de la même manière, et que le principe de classement, comme le principe du ressort narratif de l'œuvre, ne sont pas compris en tant que principe, mais en tant que fait événementiel. Là, on veut que je fasse ça. Là, on veut que je fasse ça. Là, on veut que je fasse ça. Mais on n'a pas compris le rapport entre tous ces là, là, là et là. C'est ça un peu le problème. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais il me semble que c'est vraiment, on met le doigt là-dessus, sur ce problème du classement. Et des principes de classification. Merci beaucoup, Catherine, pour cette réponse. Deuxième question. Zwina. Bonjour. Bonjour, Madame Delarue et Madame Beladjine. Je vous remercie pour cette présentation très claire, très intéressante. Moi, j'aimerais juste attirer votre attention sur le début de votre titre. Donc, vous avez mis implicite et non dit. J'aimerais savoir, en fait, quelle est la différence c'est-à-dire que vous donnez à ces deux concepts. Ne s'agit-il pas en fait de la même chose? Quand on dit non dit, sous-entendu, ne s'agit-il pas de l'implicite, du sens caché? Voilà. Et je vous remercie. La question s'adresse peut-être à nous deux. Je sais pas. Je vais donner une forme, alors, ce ne sont pas... Chez Anissa, je pense que implicite est beaucoup plus théorisé. Moi, dans ma proposition à moi, non dit évoque des éléments qui sont non dits dans le discours pédagogique. C'est-à-dire que dans le discours pédagogique, il y a des choses qui doivent être rendues perceptibles pour les élèves. Ce n'est pas forcément des citations verbales ou dépliées. Vous connaissez peut-être la théorie de l'explicitation canadienne, Bissonnette, Clermont-Gautier, etc., où ils ont une conception de l'enseignement qui est que tout doit être déplié. C'est une conception, c'est-à-dire que moi je pense qu'il doit y avoir des choses qui ne sont pas dépliées parce qu'on doit apprendre aux élèves à déplier. Si tout est déplié, les élèves n'ont plus à apprendre à déplier, et du coup il y a bien ceux qui apprennent à déplier à la maison et ceux qui n'apprennent pas. Donc on garde les inégalités, ça ne va pas. Mais dans le discours pédagogique, le fait de ne pas expliquer, par exemple, qu'un tableau, quand je demande à mes élèves de faire un tableau avec les différents climats et pour chaque région climatique spécifique, le nombre de l'hygrométrie, les pluies, les températures, etc. Si on n'explique pas que le choix de faire un tableau qui est un objet littératie scolaire, ça permet de comparer
eh bien, il y a des élèves qui n'apprennent jamais. Ça, pour moi, c'est de l'implicite qui est ressorti à du non-dit, parce qu'il devrait être compris par les élèves. Alors que dans la littérature, mais je vais laisser Anissa répondre sur ce sujet parce qu'elle est plus compétente que moi, dans la littérature, l'idée, c'est pas que les auteurs explicitent un peu mieux leurs propos. C'est pas du tout la même idée. Donc voilà, c'est juste là-dessus que je voulais faire une différence, tout en disant que tout ça n'est pas très conceptualisé dans ce que je propose pour le moment. Mais Anissa, je te laisse. Alors, nous, dans la recherche lire l'implicite dans les récits à l'école, on parle essentiellement d'implicite et on ne parle pas de non-dit, et on se fonde sur la définition linguistique de l'implicite. En fait, on a transféré de la linguistique les notions au texte littéraire, en se demandant ce qui se passait quand on transfère des notions linguistiques au domaine littéraire. Donc l'implicite, pour nous, c'est ce qu'on dit sans avoir dit. Et ça, c'est Ducrot, Oswald Ducrot, qui le dit dès 1972. Dans ce cadre, nous, dans la recherche de lire, on distingue les présupposés et les implicatures. Mais là, je vous renvoie aux définitions linguistiques. Les présupposés, c'est ce qui est attaché à la lettre même de l'énoncé, alors que le terme d'implicature désigne les sous-entendus dans les échanges. On y rajoute l'ironie, la métaphore, qui sont à mi-chemin, selon Bessade en 2017, à mi-chemin entre les implicatures et les présupposés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant avec le texte littéraire, enfin le texte fictionnel, pardon, c'est que le texte fictionnel est un texte incomplet. Donc la notion d'incomplétude, elle est très importante dans le texte fictionnel, tout simplement parce qu'il est hors de question de tout dire. On ne peut pas tout dire. Et donc, dans ce cadre, ce qui est aussi assez important, ce sur quoi on a travaillé, c'est qu'on distingue, et ça rejoint peut-être la question que vous avez posée avec le non-dit, il faut distinguer de ce qui est incomplet, ce qui est ressorti à l'incomplétude. Tout simple, si par exemple je dis telle personne entra dans la pièce, c'est pas la peine de dire que cette personne, elle a une tête, deux bras et deux jambes. Et donc ça ressortit à l'incomplétude, parce qu'on se fonde quand même sur des similarités. En revanche, ce qui est implicite, c'est ce qui devrait être dit, ce qui pourrait être dit, mais qui n'est pas dit, dans le jeu entre le texte fictionnel et son lecteur. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui, merci infiniment pour cette réponse. Nous aurons juste le temps pour une toute dernière question. Je m'excuse pour ceux qui ne pourront pas poser leurs questions. Même moi, je ne poserai pas les miennes, on les laissera pour une autre occasion. Bon, je donne la parole à Madame Femmem qui l'avait demandé tout à l'heure. Vous pouvez activer votre micro. Allez-y. Bonjour tout le monde, merci pour votre intervention. J'ai deux petites questions concernant l'implicite. D'après ce que vous avez présenté, vous préconisez l'enseignement de l'implicite comme un objet auquel on doit s'intéresser en classe dans l'enseignement-apprentissage du texte littéraire. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait des types d'implicites que l'on va hiérarchiser selon le niveau de difficulté des élèves et selon leur âge? Et, par exemple, travailler sur les implicites sémantiques liés directement au lexique et par la suite, éventuellement, travailler sur les implicites liés au sous-entendu et au contexte. Et quand vous avez pris la variable ZEP et hors ZEP, est-ce que l'implicite qui pose le plus de difficultés, c'est l'implicite que l'on peut reconstituer à partir du sens commun et des lieux communs partagés en fonction des différentes cultures? C'était ça ma question. Catherine, tu veux répondre sur ZEP et hors ZEP ou Mais vas-y déjà sur c'est plus. Alors, éventuellement j'ajouterai quelque chose. Nous, on est en train de travailler à une catégorisation des implicites. On ne le fait pas pour l'instant parce que pour l'instant, on est en train de travailler sur la lecture préparatoire des enseignants. Mais effectivement, il y a la notion de hiérarchisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les programmes de l'école française, pendant longtemps, on disait que tout d'abord, il fallait introduire les élèves à la compréhension des explicites et que l'implicite
venaient dans un deuxième temps. Les programmes de l'école française y ont renoncé à ça, c'est-à-dire que les élèves doivent être capables d'effectuer des inférences simples au début, mais la question entre simple et complexe, elle n'est pas tranchée, c'est-à-dire qu'on est incapable de dire pour l'instant ce qui correspond à, si vous voulez, un implicite qui serait simple ou un implicite qui serait complexe. Donc en mettant l'accent sur la... En fait, nous, notre ambition, c'est pas non plus que les élèves soient capables de détecter tous les implicites dans un texte fictionnel. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient capables de comprendre les implicites qui font partie du ressort narratif. Tout à l'heure, dans ce qu'on a vu, par exemple, l'implicite « le lion vit un autre lion », le fait que c'est un implicite qui est lié au point de vue, c'est-à-dire qu'on est ici dans le point de vue du personnage, le personnage croit voir un autre lion, ça fait partie du ressort de l'histoire. Si l'élève ne comprend pas ça, il ne comprend pas l'histoire qu'il vient de lire. En revanche, dans tous les autres implicites, bon, j'ai pas eu le temps de vous les distinguer tout à l'heure, mais j'ai commencé en disant, par exemple, le lion et le vieux lièvre. Le, c'est le présupposé d'existence. Bon, s'il comprend pas ça, c'est peut-être pas très grave. Il n'est pas obligé de verbaliser le fait que le, c'est le présupposé d'existence. En revanche, pour l'enseignant, c'est important parce que c'est ça aussi qui ancre ce récit dans le genre du conte, avec le « il était une fois », la binarité et l'article défini, et puis le « il était une fois ». J'espère que j'ai répondu à votre question. Je peux compléter, si vous voulez, pour repréciser. Moi, j'ai parlé on va dire les non-dits, je pense que c'est plus simple, les non-dits du discours pédagogique. C'est-à-dire que même sur les supports, le discours pédagogique est là. Enfin, c'est aussi un discours pour enseigner sur les manuels et dans les documents qui sont confiés aux élèves. Donc, Bernstein parle depuis les années 70 de pédagogie invisible. C'est-à-dire d'une pédagogie où on met les élèves en activité, mais on ne dit pas ce qui est en jeu dans l'activité. Donc, pour moi, la question centrale, c'est l'explicitation des enjeux d'apprentissage, pas l'explicitation de tout ce qui est fait. Comme Anissa, il ne s'agit pas de tout déplier, mais il s'agit de comprendre les enjeux d'apprentissage, de comprendre par exemple que dans la leçon sur l'alimentation, c'est le schéma, la pyramide, qui nous apprend les choses qu'on doit retenir en priorité dans cette affaire-là. Ou le ressort narratif de l'œuvre sur le loup sentimental, qu'il ne mangera pas tous les animaux qui sont sur sa liste, parce qu'à chaque fois, il renvoie à la situation initiale. C'est l'élément central de l'ouvrage que les élèves doivent avoir compris. Sinon, même s'ils sont capables de dire dans l'ordre, ils voient d'abord la chèvre, puis ensuite le chaperon rouge, puis etc., ça n'a aucun intérêt, en fait, en termes de ressort narratif. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on aura un petit moment pour une toute dernière question. On peut, Catherine et Anissa, c'est possible? Une toute dernière question. Non, on va décaler un petit peu le programme, mais c'est pas grave, c'est tellement intéressant. Vas-y. Bonjour chers collègues. Tout à fait, c'est tellement très intéressant, tous les éléments que vous exposez. Nous vous remercions d'ailleurs pour cette conférence. J'aimerais justement, tant que vous travaillez sur le discours, sur le non-dit et l'implicite dans le discours pédagogique, est-ce que vous vous intéressez au discours de l'enseignement en ligne? Donc, il y a beaucoup d'expériences de cet enseignement durant ces dernières années. Est-ce que vous avez fait des expériences justement concernant l'implicite et le non-dit dans l'enseignement en ligne? Est-ce que vous avez fait des expériences et on aimerait bien avoir votre avis sur ça? Oui, il y a des choses sur l'enseignement numérique. On retrouve, alors moi j'ai pas travaillé spécialement là-dessus, je travaille sur la littératie médiatique, mais c'est encore un peu différent. Sur l'enseignement numérique, vous voyez les travaux, je pense à Georges Ferron notamment, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que, c'est la même chose, c'est doubler une autre dimension qui est que quand on enseigne, quand on travaille avec le numérique en classe, on s'aperçoit que les technologies prennent le pas encore plus sur les enjeux d'apprentissage. Si on est sur une leçon d'histoire, on va travailler beaucoup sur comment on navigue, comment on surfe sur la toile.
sans pour autant se focaliser sur des enjeux de littératie médiatique, c'est-à-dire comment on évalue la fiabilité d'une source, comment on évalue qui sont les auteurs d'une source, pas seulement la fiabilité, mais qui sont les différents auteurs, le producteur, quel est l'enjeu discursif de la source qu'elle peut faire passer. Donc voilà, on est sur des effets d'amplification comme ça, mais bon, je ne vais pas répondre plus avant. Merci infiniment au professeur de la rue Breton et au professeur Beladjine pour cette conférence très très intéressante. On a pas mal d'autres questions, mais je pense qu'on devra peut-être réserver toute une matinée pour une conférence et suivie comme ça de questions-débats prochainement. Je vous remercie encore une fois pour cette présentation très très intéressante qui a suscité énormément d'interrogations, que ce soit ici ou bien en ligne. Je vous remercie encore une fois et voilà. J'espère à une autre occasion en présentiel ici à l'Université de Béjaïa. Merci. Merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Nous commençons. Tu coupes. Nous commençons la session 1 dans quelques minutes. Monsieur Lehlou. Oui, oui, je vous écoute. Oui. Monsieur Wahab Salim de l'Université de Double-Boigny. Ah, bonjour, Aslama. Oui, est-ce que vous pourriez avoir l'aimable gentillesse de m'envoyer le programme? Il est sur la page Facebook de la faculté. Hein. Il est disponible, oui, de la faculté des lettres et des langues de l'Université de Béjaïa. Sinon, je vous l'envoie par mail. Il n'y a aucun souci. D'accord. Ok. Vous me laissez s'il vous plaît votre adresse mail en commentaire, si vous voulez bien. Ok. Excusez-moi, Monsieur Lehlou. Excusez-moi. Oui, oui. Oui. Oui, on commence dans quelques minutes. Hein. Juste 3-4 minutes. La deuxième session. Laquelle, s'il vous plaît? Donc, c'est la B, 2B. Oui, ça sera accessible dans 3 minutes, hein, pas plus. 3 minutes. Donc, vous devez vous déconnecter de celle-ci et vous reconnecter à l'autre, s'il vous plaît. Merci à vous. À tout de suite.
professeur.